Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On va parler de Free Agency cette semaine et on va essayer de tirer les premières conclusions du marché des transferts. Pour ce faire, je suis bien épaulé. Madiane avec moi. Et Madiane, je dois t'avouer, je dois te faire une confidence. On va parler des Spurs à un moment. Comment ça va ? Eh ben ça va, très heureux. J'ai hâte de regarder ça à 4h du mat et de faire des commentaires dessus, ça va être parfait. En all caps sur notre conversation. En all cap, c'est très important pour parler des Spurs. Surtout à 4h du matin. Et puis en direct de sa Guadeloupe natale, Tom. Comment ça va, Tom ? Ça va très bien, très bien. Je suis hébergé pour l'occasion par un auditeur du podcast et un fidèle ami, donc c'est cool. C'est ça. Tu te rends compte, Tom ? Il est là. Et je suis dans la limite des 5 km. Ah, c'est très important, oui, au cas où la police nous écoutait. Mais effectivement, Tom, voilà les avantages maintenant de la célébrité qu'amène le podcast, visiblement. Ça amène ça. En tout cas, Tom, c'est aussi un peu l'architecte de cet épisode parce que c'est toi qui as proposé les 5 questions qui vont guider l'émission de la semaine. Je dois te l'avouer, j'ai un peu galéré parfois à répondre et je pense que c'est un petit peu symptomatique d'une free agency qui a été, on va dire, tranquille, voire barbante, parfois, comparé à ce qu'on a pu avoir certaines années. Avant de débuter, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, surtout maintenant qu'on a un travail un très bon travail fait par nos 2 CM qui sont Gabin et Antoine qu'on salue, et puis aussi de nous suivre sur la plateforme où vous écoutez le podcast. On marque une petite pause et puis on se retrouve pour parler de Free Agency. Je parlais à l'instant des difficultés ou d'une free agency peu inspirante, Tom, et ma difficulté à répondre à ta première question l'illustre, je pense, à la perfection. Quel free agent qui a changé d'équipe vous a le plus surpris ? Alors, cette question, c'est la seule à laquelle j'ai pas vraiment pu répondre. Je vais me tourner vers vous et je vais commencer par toi, Madiane. Le changement d'équipe le plus surprenant selon toi ? Alors, c'est très difficile comme question et j'ai pris un autre angle pour y répondre. Donc, je réponds à la question sans y répondre. J'ai pris Rudy Gay pour qu'est-ce qui m'a surpris. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est pas tant le move de Rudy Gay d'aller au Jazz, c'est ce que fait le Jazz qui me surprend en fait sur cette free agency, parce qu'on avait parlé de la réussite, notamment avec le fait que Derek Favors en fait leur permettait d'avoir un espèce de Rudy Gobert en moins bien. Sur certaines minutes et que c'était très utile, et il part, on voit arriver Rudy Gay et moi je regarde ça et je me dis mais ils vont pas avoir les mêmes problèmes qu'il y a 2 ans, et c'est ça en fait qui m'intrigue, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment au moment où Rudy Gobert va disparaître du terrain, je pense qu'ils vont se faire trouer. C'est la sensation que j'ai. Je pense que ce Jazz là, leur banc va arriver, il y aura pas Rudy Gobert, ils vont se faire trouer à tous les matchs. Je peux me tromper, et du coup, c'est ce qui m'a le plus surpris parce que je pensais que c'était une réussite et ils repartent dans un autre sens que je comprends plus. Donc ça m'a surpris ce move. Tom, tu as acquiescé tu as bu les paroles de Madiane. Enfin, assez d'accord avec le caractère surprenant en fait de la free agency du Jazz, mais moi je suis plutôt agréablement surpris puisque on s'est rendu compte que je pense que c'est une réaction à ce qui s'est passé en playoff. Ils ont vu que Rudy Gobert que Rudy Gobert soit dispo ou qu'il soit remplacé par Derek Favors en playoff, ça change pas grand chose en fait, puisque Ty Lue l'a bien dit quand ils les ont affrontés. Quand Rudy Gobert est sur le terrain, on fait du drive and kick, et quand Rudy Gobert n'est pas sur le terrain, on attaque la raquette. Donc du coup, je pense que quelqu'un comme Rudy Gay, il a plus de chances de figurer dans le closing five, par exemple du Jazz, quand arriveront les playoffs, que ne l'a Derek Favors, puisqu'il n'y a pour moi aucune chance qu'ils finissent les matchs avec Derek Favors et Rudy Gobert. Donc du coup, je me dis que c'est quand même logique, même si, puisque c'est une équipe qui a manqué d'athlétisme, mais on le voit aussi, ils ont récupéré Eric Pascal, donc quelqu'un d'assez musculeux, puisque quand tu regardais les meilleurs joueurs qu'ils avaient vraiment style ailier défensivement et physiquement, c'était Royce O'Neal, sauf que Royce O'Neal il est petit. Donc du coup, je me dis c'est assez logique, même si ça peut paraître aller à contresens de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ça rejoint peut-être aussi une tendance plus globale de fond en NBA qui est, je vais pas dire l'abandon, mais en tout cas la transformation des 5 remplaçants où on a de moins en moins de pivots backup, ou en tout cas c'est quand même une tendance qui s'inscrit de plus en plus, où
ouais, ce poste de pivot backup, on y reviendra un petit peu plus tard à ce sujet-là, et pas abandonné, mais se transforme de plus en plus, où on a l'impression que la première qualité qu'on demande aux joueurs en question, c'est de savoir tirer. Et du coup, ça élimine de facto un joueur comme Derek Favors qui a jamais été trop connu pour son tir. J'ai peut-être alors du coup mal interprété la question parce que pour moi c'était le choix de joueur le plus surprenant. Oui, j'ai tordu la question justement parce que le choix de joueur c'était trop compliqué. Ok. J'ai pas été inspiré. Tom, du coup, Alors moi, vas-y. Moi, ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est Lonzo Ball. Enfin, la stratégie des Pelicans de se séparer de Lonzo Ball qui arrive sur un contrat plutôt intéressant, qui a une valeur terrain plutôt intéressante et qui fit très bien avec leurs meilleurs joueurs. Je comprends pas pourquoi en fait tu laisses partir un joueur qui fit ton meilleur joueur, qui a encore pas mal de potentiel, qui est un joueur très sérieux et qui est un bon gars pour tout ce qui est transition et playmaking global. Et tu le laisses partir pour récupérer des Devonte Graham. Donc du coup, moi, c'est vraiment ça qui m'a surpris. Généralement, les jeunes joueurs comme ça, qui sont agents libres restreints, aussi jeunes et qui ont prouvé autant que Lonzo Ball a prouvé, ne changent pas d'équipe. Et c'est vraiment ça qui m'a surpris. Est-ce qu'il voulait rester, Tom? Bah, ils ont les droits. Même si limite ils peuvent lui proposer le contrat et s'organiser pour le transférer après, pour récupérer une valeur. Non, je suis d'accord, mais moi j'ai vu ça sous le prisme du timing qu'ils avaient. Moi j'avais l'impression que c'était plutôt une affaire de timing, c'est-à-dire qu'ils avaient pas envie de le payer maintenant. J'ai pas l'impression qu'ils étaient insatisfaits outre mesure de son apport, mais vraiment ça les arrangeait pas niveau timing, qu'ils attendaient d'autres moves pour construire quelque chose autour de Zion et que payer maintenant Lonzo Ball, ça les arrangeait pas forcément et ils se sont dit on prend pas le risque et on le garde pas. Moi j'ai vraiment eu cette sensation là dans le move. C'est pas que Lonzo Ball était pas spécialement dans le fit, mais que ça correspondait pas à leur plan. Moi, je suis un peu inquiet, je te laisse la parole, Tom, du précédent que ça aurait pu créer de donner de l'argent à un joueur et ensuite de lui permettre de partir quand on sait que les Pélicans ont historiquement des grandes difficultés à garder leurs joueurs. C'est peut-être aussi en tant que franchise, ça peut être bien de se dire, bon bah, le mec veut partir, on n'est pas dans l'exagération, on va le laisser partir, surtout que le désir de partir de Lonzo, il l'a jamais dit clairement, mais c'est tout comme. Ah, je vois. Ouais, dans le sens de pas créer un précédent, puisque, enfin, on le sait, vu que JJ Redick l'avait dit dans l'un de ses podcasts, que les joueurs ne croiront plus le front office, entre guillemets, des Pelicans par rapport à son expérience avec lui, dans le sens où ils lui ont fait croire qu'il allait soit le buy-out, ou soit lui permettre de rejoindre la côte Est pour qu'il soit plus proche de sa famille, et pour qu'il puisse jouer dans une équipe qui jouait quelque chose en play-off. Et finalement, il se retrouve transféré à Dallas, qui est encore plus loin. Et finalement, il a pas joué en playoff au final. Donc, je pense que ouais, peut-être que d'un point de vue politique, ça peut se comprendre. Mais moi, je comprends pas pourquoi tu laisses partir du talent alors que t'en as besoin. T'as besoin du talent. Pourquoi tu le laisses partir? C'est peut-être, faut peut-être revenir plus en arrière et se demander comment ils en sont arrivés à ce stade-là où ils ont pas. En aucun cas, ils ont vraiment pas réussi à le convaincre de la possibilité de rester. Peut-être remonter un peu plus en arrière dans la chronologie en se disant, alors certes, on sait qu'il y a un côté avec Lonzo Ball où clairement il avait dit que le marché des Pelicans, enfin, il avait sous-entendu encore une fois, ça l'intéressait pas, mais le cheminement, c'est vrai, c'est peut-être en tant que franchise avec un joueur aussi talentueux que Zion, c'est un échec aussi de pas réussir à attirer les joueurs, à surtout les conserver, totalement. On peut clore ce chapitre, je pense, et aller vers quelle équipe s'est le plus renforcée en vue des playoffs et du titre. Et avant de répondre à cette question, on est d'accord pour dire, les gars, que c'est une free agency qui, alors il y a peut-être eu des petits ajustements, mais j'ai l'impression que c'est pas une révolution. Tous les ans, j'avais l'impression qu'on vivait des révolutions, voilà, des big bangs annuels. Là, c'est un petit astéroïde qui se transforme en caillou. Enfin, c'est très très léger. Ça dépend pour qui, je pense. Ça dépend pour qui. Par exemple, si on prend deux équipes à l'Est, qui, pour moi, qui sont dans les équipes qui ont fait, entre guillemets, le plus de moves pour changer de tiers, pour moi, c'est par exemple le Heat et Chicago,
qui ont utilisé énormément de ressources pour pouvoir se renforcer. Alors, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'ils ont vraiment changé de tiers? Ça, on ne sait pas. Mais en termes de ressources mobilisées et utilisées pour pouvoir s'améliorer à court terme, là, je pense qu'il y a vraiment il y a pas mal de choses qui ont été faites du côté de ces deux franchises. Mais tu vois, c'est pas des changements, je vais te relancer, Madiane, qui s'opèrent dans le top 3, 4. Il n'y a pas de... En gros, si tu prends les favoris pour le titre cette année, ceux de l'année dernière, c'est la première fois depuis pas mal d'années qu'on va pas voir émerger un nouveau candidat au titre, pas de nulle part, mais en tout cas qui a fait un été où il s'est repositionné parmi les tout meilleurs. Ouais. Et justement, comme la question concernait le titre, j'ai pas pu mettre ces deux équipes. Du coup, moi, c'était en vue du titre, et moi, je me dis, mais hormis accident nucléaire, j'ai du mal à me représenter le Heat gagner le titre. Tu trouves pas qu'ils se sont quand même largement rapprochés? Ils se sont rapprochés, mais j'ai pas cette sensation-là. Il y a deux équipes qui sont vraiment franchement devant. Et quand t'en as vraiment deux, vraiment devant, dont le champion en titre, ça me paraît très compliqué. En fait, pour moi, quand tu me dis que tu joues le titre, pour moi, par conférence, t'en as une, deux, mais dès lors que tu commences à me parler d'une troisième équipe, c'est généralement, faut vraiment être proche. Et pour moi, c'est pas le même tiers. C'est clairement pas le même tiers que les Nets, et c'est clairement pas le même tiers que les Bucks. J'ai l'impression que il y a les Nets, les Bucks, et après, ok, on peut discuter. Moi, je suis pas sûr qu'ils soient si loin des Bucks que ça. Hein. Au final, avec parce que Kyle Lowry, c'est pas n'importe qui. Hein. Oui, ok, oui. c'est pas un mec hyper glamour, c'est pas Kyrie Irving, mais c'est quand même un gars solide qui a quand même prouvé en playoff, et c'est quelqu'un qui leur amène quelque chose qui leur manquait. Là, ils peuvent se permettre d'avoir un 5 majeur two-way des deux côtés du terrain. Ils ont Victor Oladipo au minimum qui peut sortir du banc. Ils ont PJ Tucker qui peut aussi sortir du banc. Donc, ça va pas être une équipe hyper forte, je pense, en saison régulière, mais je pense que ça va être une équipe vraiment dangereuse sur le côté match-up en playoff. Ah, je pense qu'en saison régulière, ils peuvent être dangereux aussi. Hein. Moi, mon seul problème avec le Heat, c'est qu'en fait, le Heat, j'ai refait quelque chose parce que, à force de faire des podcasts toutes les semaines, on a des archives assez intéressantes. Et on fait souvent un power ranking post-trade deadline. Et je me dis, techniquement, c'est le dernier moment où tu peux te renforcer en tant qu'équipe. Donc, prenons la photographie à ce moment-là, prenons la photographie maintenant. Ce que j'ai observé, c'est que dans notre power ranking post-trade deadline 2021, donc effectué il y a quelques mois, le Heat, il est 7e. Et alors, je suis désolé, mais je pense pas qu'ils gagnent 4 places avec leur intersaison. Alors, je pense qu'ils se sont rapprochés, mais c'est là où aussi je trouve que c'est du coup une intersaison où il y a eu peu de changements majeurs, c'est-à-dire qu'ils grattent peut-être. Je peux leur donner les Sixers, je pense qu'il y a les Sixers qui étaient classés devant. Mais après, est-ce que je leur donne les Bucks? Est-ce que je leur donne le Jazz? Il y a débat. Donc, je trouve qu'ils grattent quelques places. Alors, bien évidemment, les Bulls passent d'une équipe qui était même pas au play-in à une équipe qui devrait jouer les playoffs, donc c'est un sacré bon. Mais autrement, c'est assez stable, je trouve. Pas forcément d'accord, parce que quand tu prends vraiment sur l'échiquier de la ligue globalement, pour moi, avec ce qu'ils ont fait là, pour moi, le Heat, c'est la troisième équipe de l'Est. Et donc, ils passent de 3 à 4, tu vois, c'est pas... Oui, mais ils étaient plus loin que ça. Enfin, même si, tu vois, ils grappillent peu de place, mais quand tu regardes, par exemple, à l'Ouest, pour moi, ils sont passés déjà devant Denver, et peut-être même les Clippers, puisque les Clippers, ils ont perdu Kawhi, on ne sait pas pour combien de temps. Ah, mais tu vois, ils étaient déjà devant Denver, selon nous. Après, ah oui, parce qu'il y avait la blessure de Murray. Et même dans les trucs d'avant, ils étaient, genre, par exemple, si tu prends le Heat, même si les fans du Heat nous le disent souvent, on a quand même, globalement, sur le temps long, on a une opinion assez positive de cette équipe-là. Non, mais ça se respecte. Ça se répète. Et moi, je trouve qu'ils ont fait les bons moves, etc. Mais moi, je rejoins l'avis. Ils ont pas changé fondamentalement de tiers où je me dis, ok, c'est bon, hors accident, soit en saison régulière, dans le seeding, soit accident de playoff, je ne vois pas comment ils accèdent au final de conf. Alors tu peux sur un seeding comme il faut, ou je sais pas, tu passes devant les Bucks et du coup tu te tapes pas. Les Bucks c'était en finale de conf. Hein. Sur la même. C'est pour ça. Sur ça. Oui, mais sur ce genre d'accident, mais hormis ça.
dans une configuration classique, tout le monde en forme, etc., j'arrive pas à les voir taper les Bucks. Question, Alors, est-ce qu'on parie vraiment sur les Nets finale. en forme pendant 6 mois de saison régulière? Franchement, autant Kyrie Irving c'est quelque chose, ok. Mais s'ils ont Harden et Kevin Durant, rien que ça, ça me paraît quand même compliqué. Tu vois, par exemple, on part d'un principe très simple. On va dire, allez, les Nets finissent premiers. Ensuite, alors je rappelle que les Sixers ont fini premier de la conférence. On a l'impression qu'on les oublie, mais et leur équipe a globalement pas vraiment changé. Ouais. On parle avant un éventuel trade de Ben Simmons, bien évidemment. Si tu finis 2 ou 3 pour le Heat, et là je rejoins Tom, je trouve que l'écart avec les Bucks c'est rétréci. Oui. Tu sais jamais en fait. Enfin, je trouve qu'ils se rapprochent pour moi, les voir en finale de conf, le Heat, c'est pas inimaginable. C'est pas scandaleux. Oui, mais tu sais jamais. Donc du coup, tu mises pas sur la force intrinsèque de ton effectif vis-à-vis des autres, mais tu mises sur un concours de circonstances qui te permettrait d'y arriver. Et pour moi, c'est pas la même chose. T'es pas un vrai contender. T'es pas vraiment où je me dis le Heat peut gagner le titre. Je me dis, sur des circonstances de playoff, ils peuvent aller loin. Ils peuvent aller même en finale, si ça se trouve sur des circonstances de playoff. Mais c'est pas la force intrinsèque de leur effectif et c'est pas la logique des choses actuellement sur le papier. Moi, je juge les effectifs sur le papier. Après, évidemment, ils ont les jetons, ils ont le ticket de loterie pour pouvoir y arriver si ça se passe bien. Mais ils ont pas, disons, le strapontin dans l'ordre normal des choses qui leur est assuré. Ouais, c'est que, en gros, ils ont pas Kevin Durant et ils ont pas le MVP. Enfin, ils ont Voilà. pas Giannis. Allez, pour aller contre Madiane, si on prend les 2 dernières finales, il y a qu'une équipe, les Lakers de la bulle, qui sont l'équipe promise à la finale qui y arrive. Autrement, l'équipe promise à la finale n'y arrive pas à chaque fois. Alors on pourra me dire que c'est des saisons particulières. Non, mais chaque année, quand on avait fait sur les Bucks, finalement, qu'est-ce que la chance d'un champion? Toute équipe qui est arrivée en finale ou qui a gagné le titre a eu des circonstances favorables à un moment ou à un autre. Parce que tu ne peux pas, en fait. Néanmoins, je reprends, comme dit, tes chances, c'est ton effectif sur le papier, et après il y a les circonstances qui te donnent plus ou moins de chance. Tiens, tel franchise player s'est blessé, il s'est passé ça, ok. Mais sur le papier à ISO, ils sont 3 à l'Est, pas plus. Et 3 pour moi, ça commence à moins rentrer dans les contenders. Pour moi, à partir du moment où à l'Est t'es 3, t'es pas pour moi un favori au titre. C'est dur, hein, Madiane. Mais par contre, sur des circonstances, le Heat peut faire un run et aller en finale, oui, évidemment. Mais sur des circonstances. Ouais, je trouve ça un peu dur. Enfin, ouais. On aime peut-être trop le Heat. On aime bien. Alors non, parce que Tom, les fans du Heat sont persuadés qu'on les aime pas. Ça c'est. Et pourtant, je trouve que ce que fait cette franchise, mineur, on se rappelle dans le trou dans lequel ils étaient, ils ont eu beaucoup de soucis. Ils ont eu le souci de Chris Bosh notamment à un moment. Enfin, par rapport au matériel de base, leur flexibilité quand ils signent Kelly, qui font une intersaison catastrophique avec tout le monde en 2016. Le fameux. Été 2017. Le fameux été 2017. Le fabuleux été. James Johnson. Enfin, bref, en tout cas, au vu du matériel de base qu'ils avaient, se retrouver dans cette position-là ces 3 dernières saisons, c'est incroyable. Vraiment, le travail est excellent. Parce qu'ils sont, je vais te laisser finir sur le Heat, peut-être Tom. T'en as déjà parlé, mais ils sont quand même extrêmement solides. Enfin, tu rajoutes Kyle Lowry, t'as déjà du Jimmy Butler, t'as alors aussi l'équipe qui s'est le plus renforcée, on y reviendra. Moi, ce que j'ai bien aimé avec cet été du Heat, c'est maintenant le projet est clair. C'est-à-dire maintenant, c'est du court terme. Maintenant, je comprends en fait. Là où on disait souvent, on se plaignait, ils jouent un petit peu les 2 tableaux. Bah, tu ramènes Kyle Lowry, tu ramènes du Markieff Morris. Je comprends même PJ Tucker que tu viens shipper aux Bucks et ça, c'est très important. Bref. C'est du court terme et là ça se comprend parce que la plupart de tes joueurs majeurs sont passé la trentaine et du coup bah c'est une équipe qui est extrêmement solide. Alors oui, je suis d'accord avec toi Madiane, ils auront besoin de circonstances mais ils sont pas si loin que ça. Ça, enfin là il y a plus de Gab Vincent, de Precious Achiuwa, il y a plus de joueurs moyens, tu vois, il y a plus de t'as des mecs. Tu sais ce qu'ils vont leur apporter. T'as juste le Joker, entre guillemets, le Joker explosif Tyler Hero qui peut déplacer le curseur de ce que tu es capable de faire à un moment donné, quoi. T'as juste ça. Mais sinon, t'as que des mecs hyper sérieux qui vont pas se battre eux-mêmes, tu vois. Ils ont Oladipo au minimum. Ouais.
Oladipo, au minimum, qui a un vrai bon pari. On reviendra sur cette notion plus tard. Mon ami Zach Collins, bien sûr, je parle de toi. Qu'est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars, sur quelle équipe c'est le plus renforcé en vue des playoffs? Moi, j'ai juste un mot. Du coup, moi, j'ai pick par défaut les Nets en disant c'est la même équipe effrayante au final que par rapport à l'an dernier. Donc, pour moi, si tu me dis qui est dans la meilleure position pour le titre à la fin de cette free agency, je te redis les Nets et c'est très cohérent autour du monstre à 3 trades. Et Blake Griffin réussir à le conserver, c'était pas non plus gagné d'avance, c'est excellent pour eux. Je trouve qu'il a fait un boulot de soldat, hein, clairement. Il a changé son rôle pour s'adapter aux circonstances de l'équipe et c'est extrêmement bien pour eux. Donc voilà, les Nets en santé sont ultra favoris à mes yeux. En santé. Question subsidiaire, mais le Heat, il pouvait rien faire en fait pour arriver à ce niveau-là. Donc du coup, est-ce que tu peux pas leur donner un peu le Non, mais je leur donne beaucoup de crédit. Le prix de participation, peut-être. Je sais pas. Mais je. Le prix Rockets 2017. Non, mais c'est un. C'est pas mal, c'est très bien ce qu'ils font le Heat, clairement, mais c'est trop dur en fait. Enfin, c'est des positions très verrouillées devant. Que ce soit les Bucks champions en titre ou les Nets, c'était pas cherchable avec les noms qu'on avait dans cette free agency. Je voulais pas faire de ça un podcast spécial hit, les gars, mais ça me titille trop. Imaginons, voilà, le réchauffement climatique, ça bouge la Floride à l'ouest. Vous les mettez où à l'ouest? Ça dépend de Kawhi. On le considère comment, Kawhi? Franchement, en playoff, je les mets au-dessus du Utah. Hein. Ouais, moi je les mets au-dessus du Utah aussi. Et du coup, moi je les mets. Je les mets au-dessus du Utah, voire limite au-dessus des Suns. Hein, ouais, ça navigue entre 2, 3, 4. En fait, il y a une espèce de panier serré à 2, 3, 4. Si on considère Kawhi un peu out et que ça va être compliqué pour les Clippers, ils sont dans ce panier entre la position 2 et la position 4 en fonction de comment ça clique et en fonction d'Oladipo. Si ça clique Oladipo, ça peut vite devenir 2 à l'ouest. Si ça clique moins, etc., ça peut être 3-4, mais c'est haut. Hein. J'ai vraiment l'impression que ce hit-là, ils sont dans cette zone un peu, ce no man's land qui est juste en dessous des équipes vraiment affirmées comme contenders. Ils sont juste un peu en dessous et ils ont pas encore peut-être que la saison leur donnera raison. Ils sont en mode Clippers, Lob City. Un peu, c'est ça. Tu te dis, ils sont là, mais il y a 4-5 équipes un peu au-dessus et du coup tu peux pas leur donner tu peux donner le MVP à Blake Griffin mais tu peux pas leur donner le titre. On va changer de catégorie, les gars. Quelle équipe vous a le plus déçu au global? Tom, je te donne la parole. Ta plus grosse déception? Les Pelicans. Ah. Les Pelicans, puisque, enfin, avec les signaux d'alarme envoyés par Zion, le trade qu'ils ont fait pour créer du cap space, je pensais qu'ils auraient été plus agressifs sur des joueurs qui leur manquaient, par exemple pour moi Devonte Graham c'est une déception. Alors certes le joueur et son contrat c'est pas insultant et c'est bien en termes de value. Par contre je trouve, comme je le dis, ce sont pas les contrats qui sont sur le terrain et pour moi il fallait un meilleur joueur que ça. Franchement j'aurais préféré limite qu'ils mettent de l'argent par exemple sur Spencer Dinwiddie ou qu'ils essayent d'aller titiller Mike Conley par exemple. Je pense que ça aurait peut-être fait plus de sens puisqu'ils ont été assez agressifs pour libérer du cap space, se sont séparés de Lonzo Ball et au final tu te retrouves avec Devonte Graham. Enfin, je trouve que c'est un peu le MEH pour les voilà, c'est ça. les anglophones. Après, est-ce que tu avais la possibilité vraiment, tu vois, sur un Mike Conley de vraiment faire une offre qui allait le convaincre? Bah, ils ont créé quand même plus de 30 millions. Ils ont proposé 30 millions par an à Kyle Lowry sur 3 ans. Hein. Mais là, tu peux proposer ça à quelqu'un d'autre. Pas autant, mais tu peux proposer ça. Tu peux proposer, tu vois, la même offre que Dinwiddie, par exemple, il a eu des Wizards, ils auraient pu lui proposer. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore, ils sont pas un petit peu dans cette logique où de 1, c'est pas on n'est pas dans une destination qui attire, et de 2, l'idée de se dire, on veut garder peut-être, on sait qu'avec Zion, il faut construire quelque chose où on va pas surinvestir sur des joueurs moyens plus. Bref. T'en penses quoi, Madiane, des Pelicans?
Enfin, comme dit, c'est leur timeline qui est un peu bizarre. Moi, j'aurais trouvé qu'effectivement un contrat de 3 ans, ça aurait fait sens. Ça aurait fait plus de sens qu'un Lonzo Ball sur 4. Du coup, effectivement, ils auraient pu tenter plus. Le truc, c'est que il faut qu'ils fassent gaffe à pas user de la patience de Zion, parce qu'au vu de son statut, je renvoie au podcast Qu'est-ce qu'une superstar, mais au vu de son statut théorique de superstar, attention. Enfin, mine de rien, c'est comme ça que tu perds très vite ton joueur que tu as drafté. C'est en continuant à perdre et enfin, est-ce qu'il est capable d'accepter une saison encore comme ça? Parce que là, combien de matchs ils vont vraiment gagner peut-être que l'Ouest est un peu plus ouvert cette année, mais va falloir cravacher. Mais En fait, j'ai l'impression qu'ils font enfin, ils sont totalement à l'opposé de ce qu'ils avaient fait, par exemple, pour Anthony Davis. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à l'autre extrême. C'est-à-dire que pour Anthony Davis, tous les ans, ils utilisaient un first pick pour ramener un vétéran sur un contrat court qu'ils allaient devoir soit surpayer, soit laisser partir puisque ça ne valait pas le coup de le garder. Hashtag Omer Asik, enfin, tous les mecs comme ça. Hein. Et au final, là, t'as l'impression qu'ils prennent vraiment du recul dans la timeline alors qu'ils font des moves pour être agressifs. Donc pour moi, ça fait pas forcément sens, tu vois. Ils ont plein d'assets via les trades de Jrue Holiday et d'Anthony Davis. Ils ont un joueur qui est prêt tôt. Ils ont d'autres joueurs qui vont prendre un petit peu plus de temps pour se développer. Et il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Ils ont les jetons, mais ils misent pas. Voilà, ouais. Après, les gars, c'est incroyable. Alors, on sait qu'on est beaucoup dans cette veine-là de parler de la prise en main des joueurs sur leur destinée, etc. Mais Zion, il a fini sa saison sophomore. C'est incroyable qu'on ait ce genre de réflexion alors qu'il a même pas joué 100 matchs en NBA. Mais on a déjà la réflexion sur son avenir. Enfin bref, je sais pas ce que ça dit plus de l'état actuel de l'écosystème NBA ou de la précocité de Zion ou de New Orleans. Enfin, ça dit beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est incroyable. Je me suis fait la réflexion là. On parle déjà, le mec, il est au milieu de son contrat rookie. Hein. On parle déjà de ça. Ouais. Madiane, quelle équipe t'a le plus déçu au global, du coup? J'avais une très forte envie de pick les Sixers et finalement Ben m'en a dissuadé en discutant, et c'est vrai que hormis trade Ben Simmons, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre? Ok, allez, je ne les pique pas. Par contre, moi j'ai une question, les Wizards, c'est quoi le projet? Je pose la question, c'est-à-dire que ok, Westbrook est parti, mais en fait je ne comprends pas, ils vont faire quoi? Ils visent quoi? Quel est le but? Bradley Beal, on fait quoi? Est-ce qu'il veut rester? Est-ce qu'il veut partir? Vraiment, je ne comprends pas la direction. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes, on comprend la direction. Et même du coup, les Sixers, auxquels je voulais reprocher le fait de ne pas avoir spécialement fait grand-chose. Finalement, bon, ok, il y a eu l'accident face aux Hawks. Bon, ils avaient fait une saison régulière solide, on verra. S'ils ne traitent pas Ben Simmons, on verra ce que ça donne. Par contre, les Wizards, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils tankent? Est-ce qu'ils veulent gagner des matchs? Est-ce qu'ils veulent retourner en play-off? Est-ce qu'ils attendent pas tout simplement Bradley Beal? Moi, je l'ai dit dans l'épisode, je l'ai dit dans l'épisode sur le trade Westbrook Wizards. Pour moi, ils attendent Bradley Beal, en fait. Mais au bout d'un moment, enfin, je suis désolé, mais moi, je suis GM des Wizards, mais en fait, il y en a peut-être un peu marre d'attendre, et peut-être que, en fait, je m'en fous de son avis et je vais peut-être le trade. Enfin, quitte à avoir balancé Westbrook, est-ce que c'est pas le moment d'appuyer sur reset et de dire tant pis? En fait, ça va où? Ok, il te dit qu'il reste, tu vas faire quoi? Quel est le projet? Même s'il te dit qu'il a envie de rester, on fait quoi du coup? On va jouer les playoffs et on va se retaper au premier tour? Je parle trop, Tom. Je te laisse continuer. Non, moi je trouve que, enfin, je suis pas forcément d'accord sur les Wizards. Je trouve que ce qu'ils ont fait était plutôt intéressant dans l'optique de reconstruire au cas où si Bradley Beal part ou s'ils doivent partir. Puisqu'en fait là, t'as l'impression que c'est le roster du Magic avec Bradley Beal. C'est-à-dire que t'as un roster à trade où t'as plein de joueurs qui peuvent jouer, qui peuvent contribuer dans une rotation NBA, mais t'en as trop en fait pour que tout le monde puisse jouer. Et ça fait pas sens. C'est une équipe qui, t'as du mal à lui voir une identité en fait. Tu sais pas si c'est une équipe, enfin, c'est une équipe qui a, pour moi, qui a énormément de variance entre son niveau plancher et son niveau plafond, alors que c'est une équipe qui a de quoi avoir une rotation solide et de ne pas faire jouer de joueurs mauvais pendant tout un match.
Donc c'est vrai que leur situation est assez bizarre, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a il y a un paradoxe entre la situation entre guillemets capitalistique de l'équipe quand tu regardes uniquement le côté asset et valeur des joueurs dans des échanges dans l'effectif et le côté terrain, qu'est-ce que tous ces joueurs-là ensemble, où est-ce qu'ils peuvent t'emmener? Est-ce que ça répond à tes questions, Madiane, tout ça? Bah du coup on est d'accord, mais je trouve que ça fait peu de sens pour un objectif sportif. Et du coup j'ai l'impression qu'en fait Bradley Beal il est parti sans être parti. C'est-à-dire que là, s'il te dit qu'il reste, je trouve que c'est limite pas arrangeant. Parce que tu vas les garder. C'est limite, j'ai l'impression qu'ils ont misé sur un départ de Bradley Beal, mais Bradley Beal est pas parti. Mais en fait, tu t'en fous de son avis si t'as envie de le trade. Parce que non, pour deux choses. Déjà parce que s'il veut rester, encore une fois, je renvoie un peu au côté New Orleans, s'il veut rester et que tu le balances, on parle de Washington quand même qui a pas un super passif sur les mecs qui veulent rester, c'est pas super. Enfin, des mecs qui sont prêts à rester dans leur même franchise pour le 3e contrat, on le dit souvent, c'est rarissime. Donc que de ton propre chef, tu décides de le trader, c'est pas ouf. Et si c'est important parce que si tu arrives à le faire prolonger, c'est plus facile de le trader après. Parce que là, on est dans un moment où Bradley Beal, contractuellement, moi, je balance plus la maison. Enfin, je l'aurais jamais fait. Mais je pense que beaucoup d'équipes attendent de voir ce qui va se passer avec Bradley Beal, alors que si il re-signe, dans 2 ans, là, tout sera plus clair. Alors, c'est sûr que 2 ans, c'est peut-être pas évident, mais à l'Est, ça reste un joueur qui est largement All-Star, donc je trouve que c'est logique. Alors oui, on est un peu entre deux fils, c'est un peu compliqué à cerner, mais je peux comprendre. En fait, ça rend bizarre. En tout cas, c'est la sensation que me donne ce recrutement. C'est un pic que j'avais pas à l'origine, mais c'est vrai que la cohérence sportive est bizarre et tu te demandes ce qu'ils vont faire. En fait, ils sont suspendus aux lèvres de leurs meilleurs joueurs là actuellement et en fonction il y aura des directions. Mais du coup c'est vrai que ils peuvent très vite dans la saison. Bradley Beal ne prolonge pas. Enfin ils partent en mode hard tanking. C'est écrit. Mais à voir ce qu'ils décident Bradley Beal. Après, comme tu l'as dit, hein, si on peut reprendre le parallèle que tu avais fait, notamment avec le hit de 2017, faut pas oublier d'où ils partent. Hein. Il y a 18 mois, ils avaient juste le gros contrat de John Wall, en fait, à côté de Bradley Beal, et ça savait pas quoi faire. Tu vois. Donc, au final, transformer John Wall et je sais pas moi, un pick qu'ils ont envoyé à Washington, transformer ça en tout ce qu'ils ont récupéré du côté des Lakers. En fait, tous ces gars-là, si tu prends leur valeur une à une, c'est une valeur qui est plus grosse que celle de John Wall, en fait, qu'ils avaient. Et au final, ils ont eu tout ça uniquement pour, en gros, John Wall et un pick de draft qui s'est transformé en Russell Westbrook, qui s'est transformé en tout ça, en fait. Et c'est beaucoup plus simple, c'est du tradable. Et c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple de diviser, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de séparer une pizza, je sais pas, moi, en 4, que de donner juste une moitié à quelqu'un, tu vois. Puis si on remonte encore un petit peu plus, il y avait le moment où il y avait le trio Porter, Bill, Wall qui avalait tout à quasiment à 3. Donc tu vois où on en est allé en gardant quand même ce qui est, sans faire injure à Porter et Wall, si on regarde où ils en sont actuellement dans leur carrière, tu gardes quand même de très très loin le meilleur joueur du trio et tu as réussi un peu à avoir des finances plus saines. On parlait des équipes donc qui nous ont déçus, on est toujours dans ce segment. On parlait un peu des prodiges avant avec Zion Williamson. Moi, je vais partir du côté des Mavericks et de Luka Doncic. L'équipe de Luka Doncic. Pourquoi? Là, c'est plutôt une déception qui est sur le temps long, sur le global, sur une décennie carrément. Pourquoi? Dunk Hebdo, ça a été créé en août 2012 et vous allez comprendre où je vais en venir. Je me rappelle dans les premiers articles que j'avais écrits à l'époque, ou je sais plus si je l'ai vraiment publié, il y avait une explication d'un Deron Williams, qui à l'époque était un grand joueur NBA, vraiment un All-Star, qui avait décidé de prolonger avec les Nets et qui avait expliqué qu'il était à 2 doigts de signer du côté des Mavs, mais en gros, un meeting super important, une réunion super importante, Mark Cuban était absent, il était en train de filmer une série télé et du coup, ça n'a pas donné une super image de la franchise. Un an après, je me rappelle aussi, et j'ai revérifié l'information pour en être sûr, c'était vrai, André Iguodala voulait signer du côté des Mavericks, mais
cette année-là, en 2013, Dwight Howard était aussi free agent et on lui a dit t'es bien gentil André, attends un petit peu pour voir Dwight Howard. Finalement, Dwight Howard signe chez ton rival du Texas et tu perds André Iguodala. Je vais pas remonter toute la chronologie parce qu'il y a aussi certaines fois où Mark Cuban a été assez cash avec des joueurs. Je pense à Russell Westbrook, je pense à Draymond Green. Enfin bref, j'ai l'impression que depuis le titre de 2011, dernière fois que les Mavs gagnent une série de playoffs d'ailleurs, soit dit en passant, il y a du côté des Mavs une volonté d'avoir de l'impact sur une free agency, d'attirer certains joueurs, mais bizarrement, il y a rien qui se concrétise. Et j'ai l'impression aussi que parfois, on veut tellement aller viser le gros poisson, et en cela, l'histoire de Dwight Howard, elle est extrêmement symbolique, qu'on oublie un peu les joueurs de deuxième et de troisième catégorie. Quand je vois l'été des Mavs qui avait pour objectif de renforcer et de trouver peut-être un partenaire à Luka Doncic, on avait l'espace. On a bien vu que l'expérience Kristaps Porzingis c'est peut-être pas incroyable. Je suis extrêmement déçu qu'on en arrive à avoir un Reggie Bullock, c'est-à-dire comme recrue star. C'est extrêmement décevant et je trouve que c'est quand même des coutumiers du fait, ces Mavs-là, d'entamer une free agency avec de l'espace, des ambitions et de rater le coche. C'est vrai. Moi, j'ai été surpris qu'il soit pas peut-être un peu plus actif sur, par exemple, Reggie Jackson. Ou même, Reggie Jackson, à côté de Luka Doncic, quand tu vois le Reggie Jackson qu'on a eu lors des playoffs, je pense qu'il y avait quand même moyen qu'ils mettent un peu d'argent dessus, quoi. Même quand tu prends Dinwiddie encore, hein, le même exemple. Je pense à côté de Doncic, lui aussi, il fait sens. Peut-être qu'ils veulent, je sais pas, peut-être qu'ils essaient de garder encore du capacité pour voir qui est-ce qui peut être disponible. Mais c'est vrai que tu as l'impression qu'ils ont vraiment, vraiment raté une grosse fenêtre avec du coup le fait que Giannis prolonge, quoi. T'as l'impression t'as l'impression qu'ils ont perdu la free agency quand Giannis a signé son extension en décembre. l'année dernière. Ouais. Ouais. Puis aussi, oui, tu l'as bien dit, les profils comme Dinwiddie, etc. Moi, ce qui me déçoit vraiment, c'est que cette équipe, elle est encore prévue pour maximiser Luka Doncic avec lui qui a le ballon 10 minutes par match en play-off dans les mains. Et on a bien vu, on a eu 2 séries pour le montrer. C'est pas viable, c'est extrêmement compliqué ce qu'on demande à Luka Doncic et on lui a toujours pas offert un joueur capable. Alors, je dis pas bien évidemment, ils auront jamais un joueur capable de créer avec un tel niveau, mais au moins quelqu'un pour le suppléer. Ça me déçoit. Madiane, t'en penses quoi? En fait, ça me fait beaucoup penser à pourquoi LeBron James, chaque année, réclame du playmaking autour de lui. Alors que c'est sa qualité principale, finalement, quasiment. Il a beaucoup de qualité, LeBron James, mais il demande du playmaking alors qu'il peut en assurer à un niveau élite. Et bien justement, c'est parce qu'il veut pouvoir en assurer un niveau élite constamment quand il le fait, et qu'après, il aimerait pouvoir passer le relais à quelqu'un d'autre. Même s'il peut jouer parfois sur le terrain, il aime pouvoir déléguer un peu ce rôle. Et Luka Doncic, c'est pas le cas. Et du coup, c'est un héliocentrisme, mais exacerbé à souhait. Et je trouve que les Mavs, ça s'est quand même vu très vite que Luka Doncic était un joueur à part, dès la saison rookie. T'as eu le temps d'y penser. Tu fais un trade avec l'Enix qui m'inspire peu de bien en soi. Et au final, t'as un joueur, le DH20 n'est pas encore arrivé, mais on sait, au vu de comment on en discute, qu'il va être très haut. Ok, question. En l'absence de Kawhi Leonard, à l'ouest, où se situent les Mavericks? Est-ce qu'ils sont vraiment, du coup, dans le panier contender avec un joueur, pourtant, qui est dans ce top-là des joueurs qui devraient te permettre d'atteindre ce niveau collectif? Est-ce qu'ils y sont? Pour moi, la réponse est non, et pour moi, c'est un échec. De ne pas être là alors que tu as le joueur qui devrait te permettre, avec un casting adéquat autour de lui, d'y être. T'y es pas du tout. Pour donner un peu de contexte... Luka Doncic, c'est quoi? C'est le deuxième ou le troisième joueur de l'Ouest, pardon? Ouais. Ça peut-être se discute avec Jokic, peut-être? Jokic, Davis, en fonction de qui tu mets. Si le LeBron reste devant. Curry. Ça se discute après avec Jokic et Davis. Et pour moi, je le mets super. Moi, je suis très haut. On ne spoil pas le DH20. Je vais vous donner un peu de contexte alors que vous essayez de me spoiler l'épisode de l'année. Passons. Si on regarde encore une fois ce Power Ranking Post Trade Deadline, on avait donc à l'ouest, devant ces Mavs, Lakers, Clippers,
Jazz, Blazers, Suns, Nuggets. Je pense qu'on peut enlever peut-être les Blazers. Et encore, c'est compliqué. Enfin, ils ont pas passé un cap, alors que de toutes ces équipes-là, ces Mavs-là avaient de l'espace, en fait. C'est ça la déception. C'est ça qui nourrit la déception. Tom, je te laisse continuer. Eux, ils avaient la flexibilité que les autres n'avaient pas. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont choisi, ou peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix, hein, de plutôt retenir, entre guillemets, les joueurs qu'ils avaient déjà, plutôt qu'essayer d'aller en chercher d'autres. Par exemple, est-ce que peut-être, tu vois, Evan Fournier, est-ce que c'était dans leur zone de tarif, tu vois, est-ce qu'il y avait moyen de le récupérer, est-ce qu'il y avait moyen de récupérer peut-être un Norman Powell ou quelque chose comme ça, un joueur un peu plus dynamique pour suppléer Luka Doncic. Est-ce qu'il y avait moyen de faire ça? Après, peut-être qu'il n'y avait pas moyen et du coup, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec le contexte qu'ils avaient. Mais c'est vrai que ça paraît décevant vu les possibilités et le potentiel des signatures qu'on pouvait envisager pour eux. Je veux pas détruire en pièces le front office, mais faut pas oublier qu'on est dans une free agency qui s'est déroulée quelques semaines après des articles assez incisifs sur la gestion interne des Mavs, donc à voir. Gestion interne des Mavs qui fait beaucoup parler depuis plusieurs années. Enfin bref, ça fait quand même tout un contexte qui à voir du côté des Mavs. Est-ce qu'on peut continuer? Alors on est sur 2 questions négatives de suite. Est-ce qu'on peut continuer les gars avec quel contrat a le plus de chances d'être regretté par l'équipe qui l'a signé? Je vois Madiane avec un petit sourire maléfique, alors je te laisse la main. Alors, c'est surtout parce que comment dire? En fait, j'ai un premier message, c'est que Chris Paul, ça pourrait l'être, mais est-ce que tu avais le choix? Et du coup, j'ai pas envie de le reprocher le choix. Donc, évidemment, il te réclame beaucoup sur longtemps, etc. Mais j'ai pas réussi, en fait. Et je suis allé chercher très loin. Et j'aimerais parler de mes amis de San Antonio. C'est quoi l'argent qu'ils ont offert sur cette free agency? Alors, t'as un cas, et je te laisserai parler de ton cas bête. Mais moi, j'ai vu le contrat de Doug McDermott, mais je m'étais pas rendu compte, je l'avais pas vu passer. Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi ils lui ont donné autant d'argent? Mais c'est quoi le projet? C'est un joueur qui shoot, hein. Écoute, c'est un joueur qui shoot dans une équipe où il y a personne qui shoot. 42 millions? 3 ans, 42 millions? Mais pour moi, c'est un peu un joueur no-name, en fait, dans la ligue. Et le fait qu'il touche autant d'argent sur 3 ans, mais il s'est passé quoi? J'ai pas compris. Son agent, mais bravo, hein. Mais je trouve que la valeur qu'il va apporter à ton effectif, l'argent que tu mets dessus sur la longueur, enfin, ça aurait été un contrat d'1 ou 2 ans, je dis pas, et tu pourrais même le payer beaucoup si tu veux, mais sur 3 ans, autant d'argent, c'est bizarre en fait. Je comprends pas le projet. En fait, c'est surtout, j'ai pas compris. Donc moi, qu'est-ce qu'ils vont en faire dans 3 ans de Doug McDermott? Ça a jamais été un joueur incroyable. Enfin, j'ai pas compris. Ouais, le truc que tu te dis, c'est contre qui en fait tu te bats pour rafler la mise. Oui, c'est ça. Qui allait proposer autant? Qui propose quelque chose de ce niveau-là pour rafler la mise, sachant que Indiana avait déjà prolongé McConnell et du coup qu'ils étaient limités dans l'argent qu'ils pouvaient proposer du coup à McDermott pour ne pas aller très loin dans la luxury tax. Donc c'est vrai que tu peux te demander, mais contre qui les gars vous battez pour lui proposer autant d'argent? Pour signer Doug McDermott, je comprends pas. Après, c'est le shooting, hein. Le shooting a été payé à cette intersaison. Hein. Non, mais... Quand tu vois Duncan Robinson, quand tu vois Norman Powell, quand tu vois Evan Fournier, Tim Hardaway, le shooting a été récompensé. Hein. Quand tu vois Zach Collins... Ah non. Non mais... Je vais enchaîner parce que ça se prête bien, moi mon regret... Est-ce qu'ils vont le regretter? Je sais pas, mais là, c'est cosmique. Zach Collins, c'est cosmique. Franchement, j'ai dû vraiment me poser et me dire, c'est réel ce que t'es en train de lire. Alors bon, on va parler de Zach Collins. Zach Collins a donc signé un contrat chez les Spurs, toujours, hein, on reste chez les Spurs, de 3 ans et 22 millions de dollars. Alors là, tout de suite, je sais, les fans des Spurs vont me dire, attends, la première année est garantie, la deuxième l'est qu'à en gros 50%, l'année d'après ne l'est pas. Ce qui amène toujours à dire c'est un pari. Alors honnêtement, la notion de pari m'énerve un petit peu parfois. Souvent les Américains vont parler de low risk, high reward. Donc en gros,
risque limité, grande récompense. Ma question, c'est, elle est où la grande récompense potentielle avec Zach Collins? Zach Collins qui, alors là, c'est pas, enfin, on rigole pas, hein, mais on parle quand même d'un joueur qui a eu 3 opérations au pied depuis, alors, vérification, depuis septembre de l'année dernière. Ce qui est absolument énorme. Et il a eu 2 fois la même procédure sur le pied qu'on a appris au mois de juin. En fait, moi, j'ai l'impression que souvent, derrière cette notion de pari, on oublie que tu le payes quand même 7 millions cette année. Tu avais une enveloppe où tu avais 40 et quelques millions à dépenser cet été et tu t'es dit, je vais mettre 7 millions et quelques sur Zach Collins, sachant que je vais finir là-dessus. Les articles de Portland, notamment de certains sites spécialisés sur Portland, au moment où Zach Collins se fait à nouveau opérer pour la 3e fois, ils expliquent que soit il va prendre un minimum, soit ils ont peur que sa carrière soit mise entre parenthèses. Et le mec se réveille et il prend 22 millions. Alors ça, c'est quand même incroyable. Je te laisse enchaîner, Tom, mais Zach Collins, je l'ai même pas dit. Il a joué 11 matchs sur les 2 dernières saisons. Ouais. Ouais, c'est le pari, c'est un peu l'espèce le pari, le Harry Giles. Tu vois, le truc, Harry Giles qui prend beaucoup moins, tu vois. J'avais comparé. Oui. Il prend moins Harry Giles. Ça, c'est un peu le principe de la seconde draft où tu récupères un joueur qui a eu des problèmes de blessure, qui a pas forcément marché dans l'ancienne franchise qu'il était, un peu comme Malik Monk. Sauf que Malik Monk, il est au minimum et lui, il a 10 millions, il a une dizaine de millions garantis. Il y a 21 millions la saison prochaine sur Doug McDermott et Zach Collins. On n'est pas prêt, hein. Franchement. Non, moi, ce que je comprends pas, c'est le cheminement. T'as de l'argent. Non, mais je comprends pas ce qu'ils foutent. Je comprends que le projet c'est de tanker, hein. Je vois pas ce qu'ils font d'autre. Mais c'est quoi le projet du coup? Parce que tu vois, Zach Collins, tu me dis demain autant de Zach Collins, je peux te dire, ok, mais tu lui donnes pas 10 millions garantis en fait. Tu lui donnes pas 10 millions garantis. On revient à ce que tu disais, Tom. Tu te bats contre qui? Qui donnait 10 millions garantis à Zach Collins? À Zach Collins, ouais, je sais pas. Ouais. Surtout que Portland avait enlevé la qualifying offer, du coup, il était agent libre seul et il y avait d'autres pivots peut-être plus intéressants à aller chercher. Et ce qui est peut-être limite gênant, c'est que le temps, par exemple, là, cette saison, il va peut-être être blessé. L'année prochaine, peut-être qu'il va peut-être montrer des prémices de ce qu'il peut potentiellement faire. Et après, tu arrives déjà à la 3e année, il faut le repayer. Et c'est même pas garanti. Tu vas peut-être te dire que ça vaut pas 7 millions ce qu'il a fait. Okay. Tu vois, donc du coup, ouais, c'est vrai que ça peut, enfin, je trouve que c'est un mauvais pari. Moi, je pense que c'est un mauvais pari. Peut-être que si ça se trouve, on aura tort, mais c'est un mauvais pari. Pour moi, c'est pas la signature qui m'a fait tiquer le plus. Moi, ce qui m'a fait tiquer le plus, c'est Jarrett Allen, 100 millions sur. Ah ouais, c'était mon numéro 2, Tom. Ouais, je l'ai vu, j'ai pas compris le projet non plus. Hein. Ça, c'est. Bravo à l'agent. Hein. Encore une fois, bravo les agents. Incroyable celui-là. Ça, ce qui m'a fait tiquer. Enfin, qui peut proposer 5 ans à Zach Collins à part les Cavs? Personne. Qui peut lui proposer 20 millions par an? Je vois pas d'équipe qui aurait fait ça à cette saison. Et limite, vaut mieux même laisser, pour moi, hein, vaut mieux même laisser une équipe lui faire une offer sheet avec un 3+1, puisque en plus tu viens de drafter Mobley. Vaut mieux même laisser une équipe faire une offer sheet que tu matches, même s'il y a 3 ans garantie plus une player option et gérer comme ça. Parce que quand tu regardes la hiérarchie des pivots en NBA, lui, il est plus vers l'archétype, entre guillemets, Rudy Gobert. Mais en fait, l'archétype Rudy Gobert, il faut que tu sois tellement fort pour pouvoir excéder, entre guillemets, ta valeur et pouvoir jouer de façon correcte en playoff. Je me demande, est-ce que les Cavs, surtout 5 ans, je pense que les Cavs vont peut-être regretter ce contrat-là à un moment donné. C'était mon numéro 2, Tom, et je suis totalement d'accord. Est-ce qu'on n'est pas devant aussi un cas classique de, on a tradé pour lui il y a quelques mois avant, ça a marché, on se sent un peu obligé de le payer. Tu trouves que ça a marché? Ah non, mais moi je me mets à la place du front office. Je me dis, on a eu ce joueur-là, on sait que, il faut être honnête, l'effectif des Cavs pour une équipe qui est quand même dans les bas-fonds depuis plusieurs années reste assez faible. Donc, avoir un joueur de ce talent-là, tu peux te convaincre qu'il faut le re-signer. Alors même que oui, tu as drafté un joueur intérieur il y a quelques semaines. Mais c'est vrai, moi je trouve vraiment la longueur. Et puis aussi,
on le dit souvent, mais le poste de pivot, c'est un peu un poste avec deux pôles extrêmes où soit tu vas toucher plus de 20 et tu vas être un joueur dominant, soit l'équipe va essayer de faire de la plus-value. Et je vois pas comment tu fais de la plus-value sur Jared Allen à 20 millions. Ton avis, Madiane? Non, c'est trop bizarre, c'est trop long, c'est trop cher. Si c'est pas un pivot, tu le payes que si c'est limite autour de lui que tu vas construire des choses ou s'il est super fort. Mais là, on parle de Jared Allen, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et le truc qui est choquant vraiment, hein, quand tu regardes, par exemple, quand tu prends Jared Allen, quand tu prends par exemple le contrat moyen, enfin la somme qu'il a signé, 20 millions en moyenne. Pour vous, il y a combien de pivots au-dessus de 20 millions l'année? Ah, tu m'as grillé, j'étais en train de vérifier mes notes. Embiid, Jokic, Gobert. Turner, il est juste en dessous. Turner, en dessous, il y a Towns. Il y a Gobert, Towns, Adebayo, Embiid, Jokic. Ah, c'est moche, c'est sale ce que tu fais, Tom. Est-ce que Allen est un top 6 pivot NBA? C'est triste parce que moi j'ai peur pour ce joueur-là qui, on le sait, ça arrive souvent. T'as un statut de joueur un peu sous-coté, etc. Tu es payé grassement, enfin la franchise a décidé de te donner de l'argent. Enfin on va pas le blâmer pour ça. Et du coup il va avoir le statut de joueur surcoté au vu de son contrat. Alors que moi à sa place, je serais pas mécontent. Je féliciterais mon agent, je prendrais mon argent et je mets ma daronne à l'abri. Je suis très content. Franchement. C'est inespéré. Vu son statut, c'est inespéré un tel contrat. Après, on peut se dire que oui, le cap va augmenter, qu'au final, le salaire pèsera moins. Mais même, tu vois, quand tu regardes les mecs qui sont payés à ce prix-là, même les gars qui sont un petit peu en dessous, hein, les Miles Turner, y a qui d'autre? Tu vois, les Valanciunas, tout ça, pour moi, il est bien moins bon que tous ces gars-là, en fait. Idéalement, c'est un arc de progression extrêmement dur, mais ça devient un espèce de Miles Turner plus grand, tu vois. Mais c'est beaucoup lui demander, hein. Non mais attendez, dans sa classe de draft, c'est incroyable. Enfin, par rapport à sa classe de draft, c'est incroyable ce qu'il touche, hein. Dans sa classe de draft, il y a qui? Il y a... Mais c'est Lonzo, il y a Fox qui a touché, il y a Tatum. Est-ce qu'on Adebayo, ouais. Donovan Mitchell. Il y a Mitchell qui a touché aussi. Fox. Son jackpot. Ouais, Fox, je l'avais cité, mais honnêtement, hein, il en est loin, hein, et pourtant il a touché quasiment autant. Hein. Notre ami Luke Kennard. Est-ce qu'on n'est pas aussi, les gars, devant un cas de figure où tu as une jeune équipe qui va pratiquement tous les ans maintenant devoir re-signer des joueurs? Est-ce que c'est pas donner un bon signal que de dire alors oui, vous allez me dire c'est un petit peu bête de donner beaucoup d'argent, mais si tu l'aurais laissé partir, encore une fois, on est beaucoup dans l'affectif, mais tu te mets à la place d'un autre joueur, tu dis attends, là c'est un joueur, on n'a pas beaucoup de joueurs vraiment bons dans notre effectif, là on en a un et on le laisse partir, tu vois, peut-être que le signal n'est pas très bon. Mais on parle pas de laisser partir, Ben. Encore une fois, contre qui tu te bats? Non, mais tu vois, donner 100 millions à Jared Allen. Imaginons qu'il y ait une équipe qui est, je veux dire, les Spurs ont donné 7 millions à Zach Collins, donc il y a peut-être une équipe qui allait en donner 18, 19 pour Jared Allen. Donc. Oui, mais dans ce cas-là, tu matches. Dans ces cas-là, tu matches, tu vois. Toi, c'est vrai. Mais c'est pas 5 ans. C'est vraiment le fait de lui. Oui, mais souviens-toi, Tom. Le cas Gordon Hayward que tu aimes bien mettre en avant. Laisser le joueur tester les os et ensuite le ramener, est-ce que ça crée pas une petite fissure qui peut, au fil du temps, poser problème? Oui, mais là, on est sur le cas d'un on parle d'un pivot. Selon vous, combien dans le Star Game il va faire sur ce contrat-là, Jared Allen? 0. On passe à la question suivante. Non, il y a des chances qu'il le soit peut-être un jour, mais pour moi, il y a très peu de chances que ça arrive. Il y a un spot qui est verrouillé. Déjà, et même 2. En fait, il y a déjà 2 spots verrouillés, hein. Ça va être chaud. Hein. C'est compliqué. Du coup, ça me pose question de pas bloquer, mais dans le sens, mettre autant d'argent, autant de pourcentage de ton salary cap, mettre à peu près
15-20% de ton salary cap sur un joueur que tu sais pas s'il sera All-Star et qui joue à une position assez délicate en NBA où en playoff c'est difficile de rester sur le terrain. Pour moi, dès lors qu'on parle d'un pivot, les Cavs ils sont loin de tout ça. C'est ça. Tu diras que les Cavs ils sont loin de tout ça. Mais ça te fait quand même un front de court chèrement payé quand tu prends Kevin Love, quand tu prends Jarrett Allen, quand tu prends Mobley qui est un haut drafté donc qui risque d'être aux alentours des 9-10 millions et que tu prends aussi Larry Nance, t'as un front de court qui est très cher. Alors que c'est pas le point fort de ton équipe. Vise le fond de la conférence, tu vois. Ça fait en termes d'usage des ressources, tu vois, je trouve que c'est pas forcément très judicieux et je pense que c'est un contrat qui peut venir les hanter dans quelques années, quoi. Ok, les gars. Eh bien, on va terminer aujourd'hui par une question un poil orientée de Tom, la 5e. Quel joueur est le grand perdant de la free agency et pourquoi c'est Dennis Schroeder? Dennis Schroeder, l'ami qui avait refusé une prolongation juteuse du côté, Madiane applaudit pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, juteuse du côté des Lakers à 4 ans et plus de 80 millions et qui se retrouve à prendre la mid-level exception du côté de Boston. Moi, on est arrivé à un moment, les gars, où ça me rendait triste presque, ce qui se passait. Non, mais tu peux pas être triste. Là, par contre, pour moi, il nous a fait une George Hill. Qui avait refusé la même chose du côté d'Utah. Et je pose une question. En fait, je me suis reposé sur la situation. Je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et puis ensuite, je me suis dit, non mais attendez, il comptait signer pour combien en fait? 4 ans, 80 millions. Il comptait signer pour combien? Honnêtement, au vu de son niveau. Et là, c'est pas pardonnable en fait. Je suis désolé. Il espérait combien? Je pense que c'est plus une histoire de levier. C'est un peu comme la situation de Marcus Morris la saison dernière. Il s'est dit, les Lakers, ils sont largement au-dessus du cap. Si je pars, ils ont pas moyen de me remplacer. Le problème, c'est que les Lakers, au lieu de le payer et d'être coincés dans ce piège du cap, on récupérait Russell Westbrook. À partir de là, il a perdu au jeu des chaises musicales. Hein. C'est comme ça. Hein. La musique s'arrête, il y a plus d'argent. Ton équipe qui devait te payer, qui avait le couteau sous la gorge, elle a trouvé une autre solution. Toi, c'est un peu comme ce qui s'était passé, tu vois, Détroit un peu avec KCP, où KCP voulait plus d'argent pour faire levier, et on lui a enlevé la qualifying offer. Des choses comme ça, c'est des choses comme ça où lui, il s'est dit de toute façon, les Lakers, je suis le seul qui peut faire ce que je fais pour eux, amener du dynamisme, et Horton Tucker n'est pas encore prêt. Donc je suis le seul qui peut faire ce que je fais. Et je pense qu'au moment où il refuse la proposition, je pense qu'il s'attendait pas à avoir le Covid et à faire des playoffs. Oui. Parce que je peux te dire que si les Lakers font, on veut pas manquer de respect aux fans des Suns, mais on l'a dit plus d'une fois qu'on pense que les Lakers pouvaient aller en finale NBA. Si tu vas en finale NBA 2 années de suite, tu payes Schroeder, tu lui donnes ce qu'il te demande. Donc, effectivement. Ouais. Non, mais après, vraiment, je trouve que la somme d'argent qui lui a été proposée était déjà très bien et il a vraiment il a vraiment eu les yeux plus gros que le ventre là, dans cette affaire-là, parce qu'il était déjà bien grassement payé avec ce contrat-là. C'était un bon contrat, un contrat déjà légèrement surpayé. Et franchement là, ce qui lui arrive, c'est comme George Hill. George Hill, il fait un début de saison incroyable. Utah, on lui propose un contrat énorme, il refuse. Évidemment que derrière, Utah a cherché autre chose. Je trouve. Ouais, mais après lui. Vas-y, Tom. Après, moi, je trouve que, je pense qu'il se disait qu'il avait moyen d'avoir plus, et je pense que même si il aurait peut-être c'est plus qu'une histoire de montant annuel. Je pense que c'est plus une question d'année. Par exemple, les Lakers étaient les seuls à pouvoir lui proposer 5 ans. Donc peut-être que lui, il s'est dit, ok, je vais pas prendre la prolongation de 4 ans pour essayer de signer un contrat de 5 ans, parce que de toute façon, ils ont le couteau sous la gorge. Et il a peut-être été trop gourmand là-dessus, mais en même temps, si tu sens, il y a des joueurs qui ont parié sur eux-mêmes, ça a fonctionné. Par exemple, quand tu prends par exemple Tobias Harris qui refuse une prolongation à l'époque avec les Clippers. Il refuse à l'époque une prolongation avec les Clippers à 88 millions, je crois, sur 4 ans. Il se fait transférer à Philadelphie et il signe pour 150, tu vois, quelques mois après. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est un énorme piège, en fait, parce qu'on est en train de créer un mythe
où le fait de parier sur soi, c'est porter. Pour moi, ça renvoie vraiment de toute façon à ce qu'on peut demander aux joueurs NBA. On leur demande une confiance en eux, même aux sportifs de haut niveau globalement, qui est totalement disproportionnée. Enfin, en gros, on les met dans je sais pas, une façon de penser qui est propice à ce genre d'erreur, c'est-à-dire à croire que oui, 4 ans, 80 millions, non, on fait des bons playoffs et j'ai le droit à plus en fait, or qu'il y a beaucoup d'échecs. Enfin, moi je trouve que on peut voir par exemple un Julius Randle, il a assuré le coup, lui de son côté, et il a déjà signé sa prolongation, alors il y avait cette possibilité d'attendre et de peut-être demander plus l'année prochaine. Il a assuré le coup. Donc, moi, je trouve ça, faut se méfier. Enfin, on a quand même beaucoup de contre-exemples, hein. Nerlens Noel, ouais. KCP, George Hill. On en a un paquet sur ces joueurs-là qui sont de bons titulaires, ou en tout cas qui l'étaient à l'époque, et qui peut-être ont beaucoup d'ambition niveau salarial. Donc, je sais pas. Ouais, Oladipo aussi qui a refusé à peu près 100 millions en début de saison avec Indiana. Il a refusé Houston. Il a refusé environ Houston un petit peu moins, je crois, une prolongation de 2 ans avec Houston. Et là, il se retrouve au 8 au minimum, quoi. Et après, là où il est moins perdant que Schroeder dans l'histoire, c'est que lui, au moins, le Heat a ses bird rights et l'année prochaine, ils pourront lui proposer le montant qu'ils veulent enfin, il y a pas alors que Schroeder, là, si les Celtics veulent l'augmenter, c'est soit la non-bird, donc c'est juste 125% de plus que ce qui touche, ou sinon il va falloir qu'il gratte soit du cap space chez une autre équipe, ou soit qu'il se fasse signer sur genre une mid-level exception, mais il a pas moyen de vraiment doubler voire tripler ses gains en fait. Et j'ai jamais vu pire accident depuis Nerlens Noel, hein. Je trouve qu'on doit faire un examen de conscience là, parce que regarde, le cas Oladipo, on est les premiers à dire ouais c'est normal, c'est bien joué. On l'a dit dans le podcast, on peut vérifier. On le dit, c'est bien de refuser Houston parce que l'été etc. Il a pas l'argent. Moi je trouve que prenez l'argent. Enfin franchement prenez l'argent. Enfin c'est trop risqué. Enfin et d'ailleurs il peut t'arriver tellement de trucs en fait. Et c'est aussi ça, c'est que je trouve que surtout en année Covid. Faut pas jouer. Faut pas jouer parce que il peut t'arriver n'importe quoi. Enfin tu te fais un ligament. C'est over et ça peut t'arriver tellement rapidement. Enfin, 4 ans, on parle quand même pour Schroeder d'un contrat qui était tout à fait honnête. C'était pas comme si les Lakers avaient tenté de gratter un peu sur le contrat quelque chose, etc. Non, il était grassement payé pour le rôle qu'il allait jouer et je trouvais que le contrat était très bien. Non, là, clairement, je suis désolé, mais c'est une erreur de Dennis Schroeder. Est-ce que vous pensez qu'il aura au moins une année à 20 millions pour le reste de sa carrière? Non, jamais. Non, il a quand même réussi un moment à faire une relance. Il peut peut-être en réussir une deuxième. S'il fait une pure saison et derrière en grattant sur une autre équipe qui a du cap et qui aurait besoin d'un, ça peut arriver. Mais là, les planètes étaient alignées. Il sortait d'une saison incroyable avec OKC. Il arrive aux Lakers. Les Lakers ont ce besoin-là. Ils ont pas d'espace. Il y a que lui. Enfin, toutes les planètes étaient alignées. Sachant qu'on sait que Dennis Schroeder est un joueur qui divise même au sein de la ligue. C'est-à-dire, c'est pas forcément le joueur. C'est un joueur, oui, qui va diviser beaucoup de front office. Donc, moi, l'année à 20 millions, je n'y crois pas en fait. Alors que non mais c'est une énorme connerie ce qu'il a fait. C'est très marrant les gars, j'ai voulu regarder, je me suis dit je sais pas, son agent c'est peut-être un débutant. Donc j'ai été regarder, il est représenté par alors j'ai découvert ça, il est représenté par la firme Octagon et non pas Octogone. Les mecs ont quelques clients, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, bref, ils savent négocier du gros contrat. Je me suis dit peut-être qu'ils savent négocier que de la superstar, c'est peut-être là. Et alors là, masterclass, ces mecs-là ont négocié les contrats je vais vous citer 2 exemples, Solomon Hill et Lou Holding. Alors autant vous dire que ces mecs-là, des bons braquages. Ces mecs-là savent braquer une franchise, donc. Le Lou Holding, il est incroyable niveau braquage. Donc, je pense que on parle souvent de l'entourage d'un joueur. Oui, mais l'entourage d'un joueur, si l'entourage essaye de le forcer dans une direction, mais que le joueur ne veut pas, il peut avoir le meilleur entourage du monde, il va pas prendre la bonne décision. Donc. Ouais. Mais Schroeder est coutumier de fait déjà aux Hawks,
où il a une haute estime de lui-même. Ça s'est vu dans la franchise des Hawks, notamment sur le fait qu'il en avait marre d'être le remplaçant. Oh, en même temps, c'était le remplaçant de Jeff Teague, mais bon, qui était All-Star, rappelons-le toujours. Mais en tout cas, déjà aux Hawks, il y avait quand même cette affaire-là de son ego. Il a quand même l'air d'avoir un énorme ego, et je pense que c'est ce qui l'a poussé à penser un truc qui était absolument pas vrai factuellement, et maintenant il se retrouve dans une très mauvaise situation. Eh ben, c'est comme ça qu'on peut conclure ce podcast. On est parti. Alors d'habitude, on est très cadré. Là, on est parti un petit peu dans tous les sens. C'est l'été, il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Je suis en train de dégouliner. Bref, en tout cas, merci de nous avoir écoutés sur une fin de podcast un petit peu plus. D'habitude, on essaye toujours d'être positif, mais là, c'est un petit peu dans le négatif du Dennis Schroeder, les Spurs, les Mavs, le Texas a global. Et bizarrement, globalement, l'Ouest a pris plus cher que l'Est, ce qui est très rare hein, chez nous, quand on fait le bilan de ce podcast. En tout cas, si vous l'avez aimé, on vous invite à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez l'émission, et puis aussi à nous suivre sur Twitter, à interagir avec nous. On vous rappelle le podcast sorti, si vous l'avez raté, pendant le week-end, au début de week-end, où Tom est revenu avec Alan sur le Supermax. Hein, c'est Tom a manié avec brio les subtilités du CBA. Donc voilà, si pour vous c'est du chinois, on vous invite à aller écouter ce podcast. Et puis nous, on se retrouve très vite. Bonne semaine. Salut. Ciao. Salut.